Bonjour à tous et merci à Google pour cette magnifique salle et c'est vrai que d'ici c'est assez imposant. Alors je suis Virginie Bardelès et aujourd'hui je vais vous parler de REST. Quand j'ai écrit cette présentation, j'ai pas arrêté d'avoir la musique Mad World en tête et c'est à moi aujourd'hui de vous prouver que le monde de REST, c'est pas un monde fou, c'est un monde beau, confortable et qui verrait des avantages à conquérir toutes les API du web. Alors je vais le faire en quelques étapes. D'abord, qu'est-ce qu'une API? Ensuite, qu'est-ce que REST? REST de 0 à 5 parce qu'il y a différents niveaux dans REST. Et enfin, les frameworks de JS. Étant donné le public, je pense que ça peut vous intéresser. Qu'est-ce qu'une API? Une API, c'est l'interface de programmation, ce qui est assez vague. Des API, ça ressemble à ça. Par exemple, l'API de GitHub. Ça peut ressembler aussi à ça, l'API des fonctions Java. Mais ça peut être ça aussi. Finalement, le web est rempli d'API à destination des utilisateurs et c'est juste que les données sont mises en forme, mais on peut quand même récupérer les données. Et le DOM est une API totalement commune pour la plupart d'entre nous. REST utilise les API pour pouvoir manipuler des objets et pouvoir récupérer des données. C'est un type d'architecture, ce n'est pas une norme, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. REST, c'est une manière de faire les choses. C'est orienté service et ça contient plusieurs niveaux de définition, de 0 à 5. Donc qu'est-ce qu'une API? REST, c'est une API qui expose des collections de ressources et qui permet d'agir dessus de manière assez facile comme on va le voir. On dit que REST est client-serveur, c'est-à-dire qu'on abstrait la persistance. Lorsqu'on a une API REST, on s'en fiche de la manière dont les données sont stockées derrière. Nous, tout ce qui nous intéresse, ça va finalement être de pouvoir utiliser cette API et récupérer des données comme on le souhaite. C'est stateless, pas d'état, pas de session à gérer, pas besoin de savoir qu'un objet est passé par un état avant de le récupérer. Ça permet de pouvoir gérer tout ce qui est scalabilité, c'est-à-dire on peut augmenter autant de serveurs qu'on veut. Finalement, chaque appel est indépendant. REST est uniforme, simple à utiliser. Il est facile à entretenir, mutable, comme on va le voir par la suite. Il est aussi performant et il est portable. Donc d'abord, REST niveau 0. Je dirais que la plupart des API sont REST niveau 0, mais il y en a qui ne le sont pas. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du SOAP en SMTP. Oui, ça a existé. Ils ont osé. Donc le REST niveau 0, c'est l'utilisation du protocole HTTP. La plupart des API à l'heure actuelle sont déjà en HTTP. Ce niveau est facultatif, même si pour l'instant on n'a pas mieux. Dans les faits, REST ne s'appuie pas réellement sur HTTP, mais toutes les possibilités qui sont données apparaissent dans HTTP. Par la suite, on aurait un langage qui utiliserait les mêmes possibilités, mais qui ne serait pas HTTP. On pourrait très bien faire des API REST non HTTP. Pourquoi on utilise le protocole HTTP dans REST? Déjà pour pouvoir valider les niveaux suivants, même si c'est facultatif. Mais surtout parce qu'HTTP propose des méthodes, des headers HTTP et des codes HTTP qui sont bien pratiques. HTTP est client-serveur, ça tombe bien, on a trouvé que c'était un des avantages de REST. HTTP est uniforme, on le trouve un peu partout. HTTP s'utilise sur de nombreux supports, notamment les mobiles, ce qui permet aux mobiles aussi d'utiliser les API REST. Et enfin, HTTP est performant. En tout cas, un langage qui s'appuie sur HTTP et qui y ressemble, Speedy, est performant. Il y a d'autres langages non textuels qui sont aussi performants, mais ça ne nous intéresse pas dans le contexte de REST. Donc là, on peut voir du SOAP en HTTP. Le SOAP est un langage qui suit les règles de REST v0. Passons au niveau suivant. REST niveau 1. Donc reprenons notre exemple de SOAP et comparons-le un peu à ce qu'on peut avoir. Bon, ici, j'ai utilisé l'API de api.paris.fr et je suis arrivé à trouver un peu des numéros de version qui apparaissaient dans les URL. Donc la data 2.0, équipement, get équipement. Bon, d'accord, pourquoi pas. J'ai un objet, il est tout à fait correct. Bon, je peux l'utiliser. Puis derrière, je trouve une autre URL qui y ressemble vachement. Data pour un 2.1, équipement, get équipement. Et puis là, je vois, mais c'est le même objet. Comment est-ce que je vais choisir sur laquelle des deux versions je vais pouvoir l'utiliser? Moi, ça me pose des problèmes, quoi. Dans ma documentation, j'ai 2 fois la même entrée qui documente 2 fois le même objet. REST v1 dit une ressource, une URI, c'est ça la base. Autre exemple, sur Mailchimp, c'est une petite API que j'ai trouvée comme ça par hasard.
Par exemple, ici, ben, j'obtiens la liste des membres. Bon, d'accord, liste member.json. Bon, ok, c'est pas mal. Puis là, je tape member.xml et j'obtiens exactement le même objet, juste dans un autre format. Encore une fois, laquelle des deux URL je vais documenter? Est-ce que je vais faire exactement la même documentation? Est-ce que finalement, je vais faire des renvois de pages? Je vais gérer comment ça? Je peux très bien faire en disant, ben, je vais mettre un template en place pour gérer le format, mais finalement, ben, c'est encore de la redondance d'information. Alors que si j'ai une ressource, une URI, je sais exactement où aller chercher mon URI. Je n'ai pas besoin d'avoir à gérer toute cette redondance. Déjà parce qu'on utilise la puissance des URI, qui est quelque chose d'assez uniforme finalement. Tout le monde en utilise régulièrement et quotidiennement. Puis une URI, ben, il n'y a pas d'état dans l'adresse, donc ça tombe bien pour mon stateless. Et une URI, c'est facile à entretenir. Si j'ai une seule URI, je peux être sûr que si tout le monde l'utilise, je saurai exactement où toutes les personnes vont. Je n'ai pas besoin de réfléchir si je passe par cette URI, je ne suis pas sûr, il va falloir que je le redirige par ici, par là. Une seule URI, je sais exactement que les personnes qui vont sur cette URI cherchent à faire exactement ça. Puis j'ai trouvé une norme qui disait, bon, les bonnes URI ne changent pas. Ça m'a plutôt étonné parce que finalement, dans mon expérience, j'ai eu l'occasion de voir que à chaque fois que je change mon API, mes URI sont obligés de changer. Je suis obligé de gérer différentes versions d'API, je suis obligé de gérer, de garder des URI existantes, faire des redirections barbares, ne pas savoir vers où ça va. Et puis j'ai trouvé ça, qui me dit, les URI, on ne va pas mettre de verbes, on va mettre uniquement des noms. Par exemple, si je veux une liste de clients, slash client. Si je veux un client particulier, slash client, slash 1 par exemple. Voilà qui va définir à peu près tout ce que je vais pouvoir avoir en termes d'URI différentes en reste. Autre exemple, je peux très bien dire, non, en fait, toutes mes URI, je vais les mettre sous le même modèle, mais je vais mettre ça au pluriel. Il faut définir. Soit je les ai toutes au singulier, soit je les ai toutes au pluriel, mais je ne vais pas avoir quelque chose de différent. Sinon, l'utilisateur à côté, il va devoir réfléchir. Dans quel cas est-ce que je suis dans une collection, dans quel cas je suis dans une entité? Alors que là, l'ajout unique de slash 1 va lui permettre de se dire, je suis dans une entité, je sais où je me trouve. L'important, c'est de rester consistant. Autre exemple, pour une liste de clients, slash client et slash client slash, laquelle des deux je vais choisir? Je ne vais pas pouvoir avoir les deux. Encore, je vais avoir multiplicité d'URI. Donc, il va falloir que je choisisse une des deux. Pour les noms composés, il faut éviter les majuscules. C'est mieux. Le tiret permet de toutes les mettre de la même manière. Encore une fois, l'important, c'est la consistance, de manière à ce que les utilisateurs de mon API n'aient pas besoin de réfléchir à comment est-ce que je vais mettre dans un cas ou dans un autre. Enfin, il y a l'utilisation des UPRI, qui est plutôt utile, parce que finalement, si j'ai juste un ID, je ne vais pas avoir beaucoup de trafic, je ne vais pas réussir à trouver ça facilement sur Google. Alors que si j'arrive à mettre des termes lisibles, s'ils sont statiques et uniques, je vais avoir beaucoup plus de trafic. Et ça va me permettre d'avoir de nouveau plusieurs URI, mais qui doivent toutes pointer au même endroit. En fait, finalement, mon système ne va s'intéresser qu'à la première partie de l'URI, qu'au numéro au final, qu'à l'identifiant unique. Après, la question, est-ce que mes URI doivent être accables? Est-ce que je dois pouvoir être capable de les compléter en définissant un template? Ça se négocie. On verra ça au niveau 3. Il y a ceux qui disent oui, il y a ceux qui disent non. Chacun a son avis pour l'instant. Et si je veux gérer les formats comme l'a fait MailChimp, je fais comment? Le problème, c'est qu'avec une seule URI, je ne peux pas gérer les formats dans l'URI. Toute l'intelligence doit être stockée dans les paramètres. Donc la pagination, les formats, les filtres. Donc ça ne sert à rien d'avoir dans mon système finalement des URI de type client.xml /0/1 en supposant que la personne en face va savoir que 0 c'est le nombre de début de la collection, 10 c'est le nombre que j'attends. Le problème c'est que ça c'est totalement mystique. Alors que si j'évacue toute la complexité de l'autre côté du point d'interrogation, finalement j'arrive à obtenir des choses lisibles. Autre exemple, je veux versionner mon API, je fais comment? Si j'utilise l'URI pour le faire, je peux arriver à des aberrations comme ça. API /v3 /customer /123 /v2. Si je veux pouvoir gérer à la fois le versionning de mon API et de mes entités, je vais être obligé d'avoir de la redondance dans ces informations qui ne sont pas utiles. Mais ça, on va le voir aussi un peu plus tard. Voilà, par exemple, api.paris.fr propose aussi des URI qui sont REST-V1. Niveau suivant. REST-V2. Comme on a pu voir juste avant, là j'ai des URI uniques.
Mais qu'est-ce que je vois? Il y en a une qui, avec un post, met à jour la liste des membres, et l'autre qui, avec un post aussi, supprime quelqu'un du groupe d'intérêt. C'est un peu barbare, et je ne sais pas exactement, à part en lisant l'URI, en la décryptant et même en supposant ce que c'est supposé faire, me dire finalement ce que ça fait. Si j'utilise un post pour faire une suppression, ben, potentiellement, je peux me tromper, je peux faire un post involontairement, je peux me tromper d'URL. Bref, je peux avoir des effets indéterminés de l'autre côté de mon système. Pour ça, il faut éviter les actions dans l'URI. Donc, pas d'action dans l'URL, utilisez les méthodes HTTP. Et c'est là où on va retrouver la puissance de HTTP. Les méthodes de HTTP, je suppose que vous connaissez tous get, post, put et delete. Mais HTTP, ce n'est pas que du CRUD. Dans HTTP, il y a d'autres méthodes qui sont aussi très utiles et très efficaces, notamment head, option et patch, que nous allons voir par la suite dans quel contexte est-ce qu'elles sont efficaces. Je vais commencer par get, une méthode que tout le monde utilise. 90% d'Internet utilise la méthode get, ne serait-ce que pour avoir toutes les pages. Get, c'est le read du CRUD. C'est nullipotent ou nilpotent, selon les cas. C'est-à-dire que quoi que je fasse avec un get, je ne modifie pas les données. Je suis sûr qu'il n'y aura pas d'effet sur mon serveur. Ça sert à récupérer des données. Par exemple, lorsque je fais get sur une collection, je vais récupérer la collection contenant les URI correspondantes ou les données directement. Lorsque je fais ça sur une URI d'entité, je récupère l'entité via ces données représentant le client. Encore une fois, on revoit ici la décorrélation par rapport à la base de données, étant donné que c'est une représentation. Je peux très bien stocker ça d'une manière, le représenter d'une autre. La représentation donc, est différente de la manière dont elle est persistée. Et comme c'est une donnée unitaire, si j'ai une politique de cache adaptée, j'augmente énormément mes performances. Exemple de get sur l'API GitHub. Par exemple, j'ai demandé mon profil dans l'API, ben je l'ai obtenu. Le get d'une entité. Si je veux get une collection, bah, ici j'ai obtenu une collection. Sauf que moi, le problème que ça me pose, ce type de get, c'est que même si on me renvoie finalement un tableau, bah, c'est qu'à l'intérieur, j'ai des entités. Et comment je cache ça? Si j'ai une pagination, si je dois gérer ça, je ne peux pas le cacher parce que j'ai des données d'entités qui se trouvent ici. C'est pour ça que moi, je préfère quand on renvoie directement l'URL de la ressource. Comme ça, je suis sûr d'avoir la ressource uniquement à un seul endroit. Et comme ça, je peux cacher ça effectivement. Le delete, méthode efficace, le but c'est de supprimer. C'est idempotent, c'est-à-dire je peux lancer plusieurs fois delete sur la même URL, le résultat sera toujours le même. C'est-à-dire que l'entité existe ou pas, soit j'obtiendrai un code disant qu'elle a été supprimée, soit j'obtiendrai un code qui dit qu'elle n'existe pas. Mais je ne peux pas plusieurs fois supprimer en ayant des effets différents sur mon système. Lorsque je lance delete sur une URL de collection, je vide totalement la collection. Lorsque je lance delete sur une entité, je la supprime. Par exemple, je vais supprimer un de mes repos GitHub et je vais bien recevoir la validation comme quoi je l'ai supprimé. Au moins ici, je suis sûr que je n'utilise pas de post ni d'action. Je suis sûr qu'avec un delete, mon but c'est de supprimer. Je fais vraiment une action forte. Le put, très très peu utilisé sur Internet, à part dans les API REST. Ça tombe bien. C'est le create et l'update du CRUD. C'est idempotent, pareil. Je peux faire plusieurs fois un put. Une fois que la donnée est modifiée, je sais qu'elle est modifiée en entier. C'est pour ça que je suis obligé d'envoyer des ressources entières lorsque je modifie. Parce que je suis sûr que la nouvelle entité sera exactement la représentation de ce que j'envoie. Par exemple, si j'envoie un put sur une collection, j'écrase toute la collection précédente avec la nouvelle collection. Donc si je l'écrase plusieurs fois, je suis sûr d'avoir toujours la même représentation. Pareil, si j'envoie sur une entité, j'écrase totalement l'entité. La ressource entière doit être transmise pour cette raison. On ne peut pas faire de mise à jour partielle avec un put, sinon ce ne serait pas idempotent. Par exemple, si je veux écraser définitivement ma liste de followers pour en mettre plus que 2, je fais un put. Et pas de post. Parce que post, la différence, c'est que c'est non idempotent. Et c'est là la grosse différence. Il y a deux comportements particuliers sur le post, qui est pour l'instant beaucoup sur Internet assez mal utilisé finalement. Dans le cas 1, je provoque le changement d'une ressource. C'est-à-dire, si je lance par exemple un post sur client 1 status, je peux le lancer plusieurs fois, je ne vais pas avoir le même résultat à la fin. Par exemple, si le statut existe, je le crée, mais s'il n'existe pas, je dis que ce n'est pas possible. Bref, je ne suis pas sûre. Par exemple, autre exemple, si je dis je veux voter pour je veux créer le vote numéro 18, la première fois que je vais le lancer, par exemple, je peux décider je crée mon vote, et la deuxième fois que je lance mon post, sur la même ressource, je peux très bien dire j'enlève mon vote.
Donc finalement, POST, étant donné que ce n'est pas idempotent, on n'est pas totalement sûr de l'effet que ça va avoir. C'est pour ça que cette méthode est généralement dangereuse. Elle est plus dangereuse que PUT, et la plupart des ressources réseau savent très bien que les méthodes non idempotentes ne doivent pas être retentées. C'est la grande différence entre idempotente et non idempotente. Un put, un serveur peut très bien dire je vais le lancer tant que ça va fonctionner, je vais le retry un certain nombre de fois, et de toute façon, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, je fais une erreur. Post, je peux le tenter qu'une seule fois. Et la première fois que ça foire définitivement, parce qu'il ne peut pas retenter plusieurs fois, il n'est pas sûr de la stabilité de l'information. Donc c'est pas fait pour mettre à jour une ressource, comme on l'utilise actuellement sur Internet la plupart du temps. Autre exemple avec POST, autre utilisation, ça ajoute une entité à une collection sans précision de son futur identifiant. Supposons je fais un POST sur client 1 invoice, je rajoute une invoice, mais si je refais un autre put derrière, j'en rajoute une nouvelle, et ainsi de suite. Je ne peux pas le relancer plusieurs fois sans que ça reste dans le même état, encore une fois. C'est, je dirais, l'utilisation la plus effective pour l'instant du POST. Par exemple, ici, si je décide de rajouter un follower sur GitHub, ça va me le rajouter. Si je dis je veux re-rajouter ce follower, ça va me le re-rajouter une deuxième fois. Et ce n'est pas ce que je souhaite la plupart du temps. Donc pour faire des mises à jour partielles, on a vu que POST c'est pas terrible, on avait vu que PUT ne fonctionne pas, je vais utiliser la méthode patch. Patch, c'est idempotent, ou en tout cas dans la plupart des utilisations. Ça sert à mettre partiellement à jour des données. Et pour faire du patch, je vous conseille fortement la RFC 6902, qui permet de faire du patch en JSON. Ils ont pas mal réfléchi, puis ils ont mis en place une manière d'écrire les choses pour pouvoir faire pas mal d'actions. C'est plutôt puissant. On peut supprimer des attributs, on peut les déplacer, les modifier, les copier. Et on peut également faire des tests. Ce qui dit, par exemple, ici, si mon attribut ABC existe dans mon objet, alors je vais faire la suite. Ça permet de faire un système un peu de batch. Ça peut être très utile dans certains cas lorsqu'on veut faire de la mise à jour partielle conditionnée. Et donc mon patch permet effectivement de mettre à jour uniquement une partie de mon objet. Je pense qu'à terme, si toutes les API devaient devenir REST, la plupart des API utiliseraient beaucoup plus patch que POST ou PUT. Options, aussi très très peu utilisé. Nullipotent, comme get, je suis sûr de ne pas faire d'état sur mon serveur. Retourne les méthodes supportées pour une query donnée. Par exemple, si je lance option sur myData, ça va me dire j'accepte les méthodes HTTP, head, get, put, delete et options. C'est plutôt utile pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire sur une ressource. Ça peut gérer une notion de droit, ça peut donner des informations plus facilement. Head, nullipotent. L'idée originale qui est décrite, c'est que ça retourne l'entête du message obtenu lors d'un get sans le corps de la requête. Moi, ça m'embête un peu, et je préfère que ça retourne un en-tête de message sans corps contenant certaines des informations obtenues lors du get. Je détaille. Si je fais un get sur ma data, en donnant des paramètres de collection, je veux commencer à partir de l'entité numéro 3 pour une taille de 4. Je vais obtenir et d'ailleurs j'en profite pour introduire les codes HTTP, un retour de type 206 disant « Attention, ce n'est qu'une partie de ta collection ». Et je vais retrouver mes 4 attributs, par exemple, si c'est des attributs et pas des URL que je récupère. Si je lance mon head, exactement sur la même URL, je peux obtenir le header accept range. Ce qui veut dire, sur tes données, tu peux les trier en utilisant les headers HTTP. Et tu sais qu'à l'heure actuelle, tu vois devant toi les entités du numéro 3 au numéro 7 et qu'il y en a 18 en tout. C'est des informations qu'à l'heure actuelle, on obtient à travers des get, alors qu'on pourrait les obtenir à travers ces headers HTTP. Pour revoir un peu plus sur head, je vais y revenir au niveau 3. Je vous ai exposé un peu toutes les méthodes HTTP utiles. Je ne vais pas passer sur trace et connect. Ce n'est pas vraiment utile dans une API REST, en tout cas pour l'instant. C'est plutôt utile au niveau des différents mécaniques serveurs. Je vais juste passer sur un cas particulier que j'ai trouvé sur l'API Viadeo, avec un post.me, avec un méthode put. Puis je me suis dit, mais pourquoi déjà il supporte put nativement? Ça peut être utile lorsqu'on utilise des supports qui ne gèrent pas forcément HTTP 1.1,
parce que c'est uniquement à partir de HTTP 1.1 que tous ces verbes-là ont été correctement mis en place, de même que tous ces statuts codes et toutes ces informations sur HTTP. Donc c'est HTTP 1.1 spécifiquement qui est plutôt nécessaire pour du REST V2. Si je reprends un peu de SOAP, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu, je vois que SOAP ne suit pas REST V2, parce qu'on utilise abusivement POST dans la plupart des appels. Donc finalement, ça me limite. L'intérêt de SOAP ici, c'est surtout de pouvoir passer le verbe au milieu et de pouvoir définir un nouveau langage plutôt que d'utiliser les verbes HTTP qui finalement sont assez limités, même si c'est une utilisation qui couvre la plupart des besoins, ils sont assez limités en termes de syntaxe. Level up, reste niveau 3. Donc je reprends mon API GitHub. Mon API GitHub est compatible REST v3. Qu'est-ce que ça signifie? REST v3 est communément appelé RESTful. Généralement, quand vous trouvez des API RESTful sur Internet, ça veut dire que c'est supposé être une API REST v3. Je dis bien supposé parce que rien ne l'oblige, et dans les faits, RESTful, ça veut juste dire et REST. C'est juste un adjectif finalement. Le niveau 3, c'est bon, je prononce ça 8OS, je ne sais pas du tout comment ça se prononce en anglais. C'est Hypermedia as the engine of state application state. Qu'est-ce que ça signifie que ce mot barbare? 8OS, il a quelques principes de base. Je ne dois avoir en aucun cas à deviner comment accéder à une ressource donnée. C'est pas à moi de le deviner. Je n'ai pas besoin d'aller regarder dans l'API pour avoir à le savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir à aller regarder dans la doc. Je dois pouvoir le deviner moi-même avec les moyens du bord. Je n'ai pas non plus à avoir à deviner quelles sont les relations entre ressources et collections. Je ne dois pas avoir à aller regarder dans la doc pour trouver par exemple, mon client, il a des ressources il a des liens vers ses factures. C'est de la perte de temps, c'est du temps qu'on perd finalement. Et le jour où cette relation change, je ne suis pas forcément au courant que la doc elle change. Ce qui est gênant. Donc je vais utiliser finalement une ressource, je ne vais pas comprendre pourquoi mon API ne fonctionne plus, alors que derrière, c'est juste une modification d'URL qu'ils ont faite, juste pour dire la relation n'existe plus ou la relation passe à travers une autre URL. D'où le principe de self-descriptive. Mon index doit résumer l'ensemble des ressources que j'expose et comment y accéder. Un exemple vaut mieux que de longs discours. Par exemple, sur Human Talks, je veux les events, l'event 29 qui se trouve dans la ville de Paris, en XML. Et là, je vois, c'est pas mal ces links, finalement. Je peux dire à la fois quel est mon URL, donc je n'ai pas besoin de la redeviner. Je peux deviner en même temps quels sont les liens vers la ville et quel est le lien vers les autres talks. Finalement, je n'ai rien à aller regarder dans la doc, j'ai tout ici. Toute l'information se trouve directement dans mon objet. Et ça, c'est bien pratique. Le problème, c'est comment je fais en JSON. Il y a des possibilités, il y a des différentes propositions qui ont fleuri sur Internet, notamment HAL. C'est un peu la seule que je suis allée voir. Je ne suis pas vraiment allée regarder les autres en détail. Et HAL, ça me dit, voilà, ma collection qui était simple tout à l'heure, en XML, c'était vraiment beau. Là, ça devient un peu dégueulasse, quoi. J'ai une balise links qui contient lui-même les noms de mes links, qui contient eux-mêmes un objet, qui contient un href, qui contient le lien. C'est un poil verbeux, je dirais. C'est un peu trop pour moi. Donc, moi, j'ai abandonné et je suis passée sur une version un peu à débrouille, c'est-à-dire je l'ai fait à la main. Et je me dis, finalement, par exemple, je vais mettre un préfixe à tous mes liens. Donc, en reprenant un peu l'exemple de GitHub de tout à l'heure vaguement, finalement, mon self, je peux très bien l'indiquer directement au milieu de mes attributs. Tant que j'ai un moyen ensuite de définir, ça c'est un lien, c'est pas un attribut. Prenons un exemple d'une collection paginée, la collection paginée que j'avais tout à l'heure. Le problème, c'est que maintenant que je veux passer en REST v3, je rajoute un niveau d'indentation. C'est pas terrible, ça me plaît pas vraiment. Je suis obligée d'avoir ma collection encapsulée dans un attribut collection. C'est moins facile d'utilisation, je suis obligée de récupérer ma donnée, parser mon JSON, je peux faire les choses moins facilement. Par contre, j'ai toujours mon self. Là, je sais où je suis. Mais finalement, est-ce que je perds pas beaucoup à mettre ce lien en place par rapport à ce que j'avais avant? On va essayer d'améliorer ça. Je suis toujours sur ma collection paginée. Déjà, je retourne de nouveau le bon code, un 206 partial content pour dire attention, c'est pas ma collection en entier. Je remets un peu mes headers, mes accept range de tout à l'heure. Ouais, ça commence à devenir pas mal ça. Ça s'améliore. Mais c'est pas suffisant. Je veux plus avoir à passer
mes paramètres directement dans mon URL. Je ne veux plus qu'il y ait rien après mon point d'interrogation. Ben, je vais utiliser le header range, où je vais pouvoir dire, par exemple, ben, je veux les datas de la 3e à la maximum que tu puisses me donner avec le max size possible, en l'occurrence 4. Ça, c'est pas mal. De nouveau, mon self, ben, il est de nouveau simple. Bon, ça améliore rien au niveau de ma structure. C'est pas encore ça. J'ai un peu de travail encore. Donc, j'envoie toujours mon range, je reçois toujours mon 206 partial content avec mon accept range, mon content range. Et cette fois-ci, je vais rajouter, ah tiens, ben, ma collection, elle est liée à des related data. Bon, mon objet continue à s'étoffer, c'est toujours pas encore ça. Et là, ben, j'ai envie d'avoir des données de pagination parce que je ne dois rien deviner. La pagination, je n'ai pas à la deviner non plus. Si je veux passer à la page suivante, je ne dois pas pouvoir le deviner. 8OS me dit j'ai rien à deviner. Donc je suis obligée de donner les liens directement là-dedans. Et le problème, ben, c'est que mes paramètres d'URL réapparaissent. Donc j'ai de nouveau mon start et mon size qui sont de nouveau là. J'ai mon objet qui grossit avec pas mal d'informations, des informations qui sont parfois doublons, notamment le total. Ouais, c'est pas encore ça. On va améliorer. Et là, j'ai trouvé la RFC 5988, Web Linking, qui me dit, bah, les links, ils peuvent passer dans les headers. Et mon objet, il perd son indentation. Donc je retrouve bien ma collection comme je l'aimais tout à l'heure, finalement. J'obtiens juste un arrêt. Bon, j'ai encore pas mal de links. Si je dois envoyer ça à chaque appel d'une collection paginée, ça va commencer à me faire du trafic. On va essayer de faire mieux. Finalement, si j'utilise mes ranges et mes accept range, je m'en fiche maintenant de nouveau d'avoir mes paramètres dans l'URL. Donc j'enlève tout, prev, next, j'ai plus besoin, j'utilise HTTP. J'ai toujours mon link self et mon related data, mais c'est déjà vachement plus léger. Et puis si j'utilisais content location, j'aurais plus besoin de self. Donc finalement, ma balise link ne sert plus qu'à avoir mes relations utiles. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc j'ai à la fois le niveau 3, j'ai à la fois la simplicité du niveau 2, et j'ai à la fois toutes mes informations qui se trouvent dans les headers. Et là, je me dis, ben finalement mon get, si j'ai juste envie de parcourir une collection, de savoir un peu combien il y a d'éléments dedans, ou juste de connaître même les choses qui sont reliées, ben j'ai plus besoin d'avoir ma collection qui apparaît en dessous en fait. Mon head devient très utile. Finalement, j'ai pas besoin d'avoir test 4, test 5, test 6, test 7, surtout si c'est des données encore plus volumineuses. Là, je commence à avoir vraiment une utilité pour ça. Je passe rapidement par un petit détour, le canonical link. J'ai trouvé ça chez Google, justement, qui dit, bon, ben, si vous utilisez des UPRI, des UPRI, le problème, c'est que vous pouvez avoir plusieurs noms différents et vous n'avez qu'une seule ressource qui est importante. Pareil, dans le cas d'une collection que je veux trier, par exemple, c'est toujours la même collection, c'est juste le tri qui change, mais c'est exactement les mêmes éléments. Ben, je vais réutiliser mon petit header link pour mettre un rel canonical et pour dire à Google, c'est celui-là important. La page sur laquelle tu te trouves, c'est pas celle-là que je veux indexer. Moi, je veux que tu indexes celle qui contient Pékin et pas Beijing. C'est le même contenu et c'est uniquement celle-là qui m'intéresse. Normalement, avec ça, vous devriez améliorer votre trafic. Ce qui est bien aussi avec les codes retour HTTP, c'est que par exemple, si je demande un range impossible, je peux retourner un 216 request range not satisfiable. Ce qui est plutôt efficace pour savoir directement que ça ne va pas. Et juste avec un head, je n'ai pas besoin d'aller chercher plus loin. On a fait un peu le tour de ResV3. La littérature s'arrête là. C'est-à-dire, les ResV4 et ResV5, j'en ai entendu parler, je ne sais plus dans quelles conditions, mais je sais que ça existe, même si je ne l'ai pas retrouvé dans la littérature. Donc je vais quand même vous les détailler. ResV4. Le problème, donc, c'est que les clients sont peu aptes à l'heure actuelle à manipuler les headers HTTP, d'où le fait qu'on passe dans les bodies toutes les informations. Supposons dans le meilleur des mondes qu'on va commencer enfin à avoir des frameworks qui sont capables facilement de parser les headers, facilement de pouvoir sortir les données utiles de ces headers. S'ils étaient un peu plus utilisés, d'ailleurs, ça arrivera probablement. Mince. Par exemple, voici le accept envoyé par Firefox. Donc Firefox, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Cher example.org, j'aimerais que tu me renvoies un contenu de type texte HTML, sinon de type application XHTML puisque c'est CML, sinon un peu moins bien, disons à 9/10, je préférais que tu m'envoies une application XML, et sinon,
Dans le pire des cas, tu m'envoies tout ce que tu veux. Bisous, Firefox. Voyons voir. Ah, Internet Explorer. Bonjour example.org, tu peux m'envoyer une image GIF ou une image JPEG ou une image PJPEG ou une blablabla. Merci Internet Explorer. Il faut imaginer qu'ils envoient ça à chaque requête, première requête sur un nouveau site. Je vous laisse imaginer le trafic Internet généré inutilement par tous les browsers Internet Explorer. Surtout que les headers, eux, ils ne sont pas zippés contrairement au body. Merci. Donc le REST v4, c'est la revanche des headers ou la puissance des media types. Je reviens sur mon exemple de range not acceptable. Alors tout à l'heure j'avais un 416, maintenant j'ai demandé un type balloon JSON. Je ne connais pas ce type, ça n'existe pas. Donc j'ai un 406 not acceptable. L'avantage, c'est que je peux définir exactement ce que j'attends très facilement en utilisant headers. Oui, accepte totalement fantaisiste. Pareil, je reviens sur le sujet du versionning d'API. Tout à l'heure, j'avais une URL un peu à rallonge. Si finalement j'ajoutais ça dans mon accept, je pourrais dire j'aimerais que tu m'envoies les données de l'API V2 en JSON. Et de l'autre côté, on me dirait pas de problème. Voici les données de l'API V2 en JSON. Et ici, si je donne un certain nombre d'accepts différents, finalement, je peux très bien facilement gérer, sans passer par l'URL, sur quelle version de l'API je veux taper. Ou même sur quelle version des objets. Finalement, ce content type et ce accept, il suffit uniquement de définir ce qu'on attend, et à partir de ça, bonjour l'imagination, on peut demander un peu tout ce qu'on veut, très facilement, sans polluer nos URL. Très important. Oui, mais lors d'un post, je ne peux pas mettre ces headers. Ouais, mais lors d'un post, généralement, on poste sur la dernière version de l'API. Si ce n'est pas le cas, je ne suis pas capable d'assurer la cohérence des données. Ouais, mais si je ne mets pas d'accept, qu'est-ce qui se passe? Différents cas. Soit je fais une erreur HTTP 406 not acceptable, soit par défaut, je considère qu'on attend la dernière version de l'API. Bon, c'est des cas assez triviaux, même si je sens que ça turlupine certaines personnes. Attention, les accepts et ces autres codes spéciaux qui passent dans la HTTP headers sont par défaut pas autorisés dans le CORS, notamment le verbe HTTP patch. Donc il faut volontairement, explicitement dire j'accepte ces headers, donne-les-moi, ne me les bloque pas. Ça vous évitera quelques jours de recherche. J'y suis passée. Donc ici, et voilà pourquoi depuis tout à l'heure je vous embête. Voici une belle API. Voici une API REST. Une API complète, une API avec toutes les données, une API qui gère les différents verbes, une API qui renvoie uniquement ce qui est utile dans le body et qui renvoie le reste dans les headers. Si je sais comprendre et utiliser ce type d'API, même si j'ai oublié le accept quelque part, je pense que le monde des API sera beaucoup plus beau si on passait tous là-dessus. Level up, il reste le niveau V5. Là, je viens de vous montrer mon API parfaite. Qu'est-ce qui peut bien manquer? Le problème, c'est, imaginons, j'ai besoin de régulièrement connaître la plus faible surface entre mes triangles et mes carrés, qui sont deux entités différentes, donc deux routes différentes. Je vais faire quoi? Je vais récupérer la plus faible sur les carrés, la plus faible sur les triangles et comparer les deux à la main. Deux appels sur mon API pour avoir une donnée que je suis supposé avoir facilement, c'est pas terrible. Ou par exemple, je veux savoir dans combien de temps le prochain bus passe, ce qui est un peu plus commun. Pareil, je vais faire quoi? Je vais prendre tous les bus, je vais regarder c'est quand leur prochaine heure, ou alors sinon je prends la collection, je la trie. C'est assez rébarbatif, il faut que je trouve comment moi-même écrire les choses. C'est pas à moi d'avoir à deviner ces comportements, surtout si c'est des comportements communs dans mon application. Donc, je peux écrire une requête complexe à base de filtres ou passer en REST v5. Je me dis que je vais peut-être passer en REST v5. Qu'est-ce que c'est que ce REST v5? Réintroduire du métier. Là, pour l'instant, on est très bien, on est entre informaticiens, on parle de ressources. On parle finalement de choses qu'on maîtrise depuis des années, c'est-à-dire un objet, une collection, des choses qui sont stockées en base de données. Bon, on décorrèle un peu la base de données du modèle objet, mais on est toujours dans des choses assez communes finalement. Ouais, mais les gens qui utilisent mon API, ils s'en fichent, moi, de la manière dont je vais stocker. Et puis, ils s'en fichent du fait que j'ai des ressources différentes et que je les stocke de manière différente. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du métier. Eux, ce qu'ils veulent, c'est facilement récupérer la plus petite aire entre mon triangle et mon carré. Eux, ce qu'ils veulent, c'est connaître quel est le bus qui passe. Si jamais je cherche un point GPS, ça va pas les intéresser de leur dire attends, tu vas prendre entre les géostationnaires et les... Enfin, ça va pas les intéresser. Eux, ce qui les intéresse, c'est directement le résultat. D'où le fait de réintégrer du métier. Comment ça marche? Ça tombe bien, j'ai la solution, j'ai mes links. Et mes links, ils sont capables de porter du métier. Ils sont capables d'expliquer
directement dans la donnée, sans passer par la doc, exactement quel est le comportement que je leur fournis. Et ça, c'est super. Par exemple, j'arrive dans mon Related Behavior, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai une nouvelle dimension à post. Post a enfin une utilité. Dans les behaviors, vu que ce sont justement des considérations métiers, j'ai plus besoin forcément d'idempotence finalement, vu que c'est des comportements. Je sais qu'ils ne sont pas supposés être systématiquement les mêmes. Et c'est là où post est vraiment utile. Et finalement, là, on se rapproche de nouveau un peu de SOAP, sans toute la verbosité finalement. C'est-à-dire, je vais de nouveau rajouter de la finesse, rajouter du lexique à mon langage qui n'est pas uniquement basé sur des méthodes HTTP, mais qui est aussi basé sur des comportements. Je pense que là, on a tout pour gagner, on a tout pour faire de super API extra. Donc maintenant, je vous ai montré les principes. Comment est-ce qu'on fait en Node? J'ai identifié quelques frameworks qui permettent de le faire. D'abord avec du Express, from scratch. Allez, je les fais moi-même, toutes les méthodes. Je fais tous mes apps.get, je fais tous mes posts, je fais tous mes puts, je fais toutes mes méthodes, je les code moi-même. Allez, à la main, à la hard. On y retourne. Bon, je fais mon API en 1 an peut-être. Chaque fois que je dois ajouter des nouvelles ressources, des nouveaux objets, bon, je passe une semaine. Mais ça le fait. Il y a moyen. Autre exemple, Express. J'ai trouvé un petit module intéressant qui est Node RESTful. Je lui ai trouvé un gros défaut, c'est qu'il utilise Mongoose exclusivement. Je crois que pour moi, ça ne va pas être possible. Et en plus, je tiens à noter qu'il n'est pas RESTful, étant donné qu'il ne propose que les méthodes get, post, put et delete. Donc adieu mes heads, adieu mes options, adieu veau, adieu vache, lait. Flatiron RESTful. J'ai trouvé que Flatiron, c'était plutôt une bonne alternative à Express. Il utilise aussi Connect, mais c'est la seule chose de commune. En fait, Express, c'était trop haut niveau pour eux. Résultat, ils se sont débarrassés de tout ce qui leur plaisait pas. Ils sont repartis de Connect, ils ont refait un peu un truc à leur sauce. Et ils ont créé un module RESTful, dont le but est d'utiliser un de leurs modules qui s'appelle Resourceful, qui gère les ressources et donc la persistance automatiquement. Et dans RESTful, on donne une ressource et ça génère automatiquement toutes les routes correspondantes. Le problème, c'est que c'est pas RESTful encore une fois. J'ai vérifié, on a du put, du post, du get, du delete, mais rien de plus. Bon, toujours pas ça. Mais on s'approche, on s'approche. Spamco Happy. Spamco, c'est Walmart qui a créé son projet. Ils ont utilisé Express. Ça leur allait pas. Ils n'avaient pas la main sur les events, notamment sur l'ordre des middleware. Bon, ils sont passés sur Flatiron. Ça leur allait pas, ils n'avaient toujours pas suffisamment la main à bas niveau. Résultat, ils sont repartis du début et ils ont remonté leur propre framework fait pour faire de l'API. Avec un mode descriptif. Donc on peut très bien dire ses propres méthodes, on peut donner ses passes et on peut faire ses propres handlers. Moi je l'aime plutôt bien, même si je trouve qu'il a pas mal de défauts derrière, du style la gestion d'erreurs qui est assez pénible. Mais il progresse. Le problème c'est que de nouveau, on est obligé de déclarer toutes les méthodes systématiquement à la main. Donc on retombe sur le même défaut qu'avait Express à la main. Et enfin, et là je crois que je suis tombée amoureuse, j'ai découvert Koa. Et j'aime ECMAScript 6. C'est pas possible, je ne vois pas comment je peux continuer à avancer sans passer là-dessus. Je trouve que c'est beau, je trouve que même si on le décrit à la main, c'est pas grave, parce qu'en 3 lignes, j'arrive à faire exactement ce que je veux super facilement. Je ne doute pas du fait qu'il y aura peut-être des plugins d'autogénération, d'API REST automatique dans l'avenir. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Mais je suis persuadée que là-dedans, il y a moyen de faire aussi des belles API et de manipuler facilement ces headers et de faire tout ce que j'aime. Petite conclusion, je reviens sur Mailchimp. Maintenant que je vous ai présenté un peu REST, je vous laisse lire ça. REST ou pas REST? En tout cas, ils disent eux être REST. Oui, sauf qu'ils utilisent que du post. Et qu'ils utilisent que les codes 200 pour les codes OK et pas le reste. Et que leurs URL sont pas REST du tout. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Have a nice rest. Et si vous avez des questions... Assistant?
Alors, il y avait quelqu'un par là. Bonjour, donc déjà merci pour cette présentation. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez de Sales.js et pourquoi ne pas l'avoir mis dans les frameworks? J'en ai entendu parler uniquement de manière anecdotique. J'ai jamais croisé personne qui l'utilise. Et de ce fait, en fait, je crois que ça vient de quelque chose d'assez similaire, mais c'est vrai que j'ai jamais jeté un coup d'œil dedans et je suis pas passé dessus. C'est le hasard. D'accord, ok, très bien. Bonsoir. J'avais une question sur le versionnement des API et le content type. Est-ce qu'il y a une raison particulière de favoriser le fait de versionner directement dans le content type plutôt que de mettre un attribut et de garder le même content type entre les différentes versions? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il se trouve que sur l'API que j'ai monté actuellement, j'ai beaucoup de choses finalement qui vont arriver au niveau de la complexité, au niveau des paramètres d'URL. Je vais avoir des filtres, je vais avoir du tri, je vais potentiellement avoir de la sécurité, je vais avoir pas mal de choses. Et finalement, j'ai privilégié ce paramètre pour passer la version des objets en termes de sécurité, plutôt que de passer la version de l'API, qui finalement est supposée rester constante dans mon utilisation. Donc tant que mon application cliente finalement gère ce header, je n'ai pas besoin moi d'avoir à le gérer explicitement et surtout de le récupérer dans chacun de mes liens. D'accord. Du coup, là, ça représenterait la version de l'API, pas de l'objet? Ou le contraire, je n'ai pas bien saisi. Comment ? Le V2, en l'occurrence, ça représente la version de l'API ou de l'objet? Là, en l'occurrence, c'est la version de l'objet ou plutôt de la représentation de l'objet data. D'accord. Ok. Premièrement, merci pour cette présentation très complète. Moi, j'ai une question à propos des collections. Tu préfères mettre des URL vers les ressources. Ce qui est intéressant, ça permet d'avoir la même URL, même en point d'entrée pour une ressource. Comment tu gères le fait d'avoir, par exemple, un client qui va te demander toutes les URL d'un coup, et potentiellement plein de clients qui vont demander plein d'URL d'un coup, en partant du principe que ton cache est froid? Excuse-moi, je t'ai pas bien entendu en fait. Alors, je vais le refaire. Quand tu as une collection avec plein d'URL dedans, d'accord, ton client va vouloir les récupérer toutes une à une. Ça va générer un trafic énorme, Oui. Sachant que ton cache est froid, comme postulat. Comment tu gères ce genre de choses? Parce que si tu as 5 éléments, c'est pas très grave. Si on commence à en avoir beaucoup, ça peut poser un problème de charge. Ce problème de charge, on s'est rendu compte que c'est principalement dans le mobile que aussi faire plusieurs appels, c'est pas très utile. Donc on a trouvé deux solutions. La première, c'est ce que fait GitHub, c'est-à-dire une notion d'expand. Le fait de dire, je veux directement que tu me renvoies tous mes objets en entier. Comme ça, j'ai pas besoin de faire plusieurs appels. Mais après, le cache, il va rester froid. Ça me résout pas mon problème de cache. L'autre possibilité qu'on a rencontrée, c'est de faire un système de batch en disant, tu vas me lister toutes les URL que tu vas appeler d'un seul coup et moi, je vais te réagréger ça à partir des URL unitaires. Et ça me permet de chauffer tout mon cache de manière asynchrone et ensuite de récupérer le résultat. Quoi qu'il arrive, de toute façon, j'aurai un overhead par rapport à un cache chaud. Bonsoir, merci pour ta présentation. J'avais une question, c'était par rapport au REST que tu appelais V5, qui réintroduit l'aspect métier. Et moi, c'est une question qui me vient souvent à l'esprit, c'est de dire comment je gère mes custom actions, mes actions custom en REST, quand par exemple, c'est pas du put pour mettre à jour des attributs de l'objet, mais c'est pour faire un truc qui est un peu plus haut niveau. Et du coup, j'ai pas super bien compris comment on réintroduisait, c'était de mettre des liens sur les actions custom au niveau des headers, en disant pour une ressource, accessoirement, on peut faire ces types d'actions. Mais là où je vois pas comment on peut s'épargner la documentation, c'est il n'y a pas de sémantique dedans. Donc même en mettant un lien, on va pas savoir que c'est ce lien-là qui va dire c'est là les valeurs min. Il n'y a aucune sémantique dans les headers HTTP. Donc je vois pas en fait toujours comment gérer mes actions custom. Alors en fait, au niveau des links ici, pour l'instant, j'ai mis juste la balise rel. Mais dans les faits, on peut mettre aussi d'autres balises qui donnent plus d'informations. Donc par exemple, si j'ai une action de vote
mais j'ai un vote rouge, un vote blanc, et je peux faire les deux à partir d'une même entité. Je peux très bien rajouter des attributs supplémentaires sur ma balise link, mais gérer ça avec une URI différente à chaque fois. Ou avec le verbe post, en me disant, en fonction des attributs que je vais pouvoir passer de manière supplémentaire. Une autre possibilité, c'est d'avoir des liens templétés. Moi, j'aime pas trop. C'est ce que je disais au niveau, je ne l'ai pas développé au niveau de l'obfuscation des URI. REST v3 dit, vu que je dois ne connaître aucune de mes URI, finalement, je pourrais très bien faire un MD5 sur mon URI et utiliser l'MD5 directement. Ça va totalement contre l'idée des URI templétés qui permettent justement de rajouter un peu ce côté, l'utilisateur va pouvoir remplacer avec les données qu'il veut, avec les valeurs qu'il veut, et pouvoir faire des choses un peu plus fines. Moi, j'aime pas trop dans le sens où il faut quand même faire du remplacement de caractères. Mais c'est une possibilité, autre que d'avoir comme ça plusieurs lignes différentes qui vont juste me donner des actions différentes par rapport à un paramètre donné. Après, mes links ici, j'ai pas mis de paramètres, mais on peut très bien dire que je peux avoir un link behavior vote avec un paramètre color égale red. Je peux très bien mettre ces paramètres-là pour gérer plus finement mon comportement au final. Je sais pas si j'ai répondu Oui, exactement. oui, en fait, si ça répond partie, c'était surtout voilà, la documentation des actions custom, parce qu'on sait, pour faire un put ou un patch, on sait qu'on va fournir des attributs, on connaît les attributs de l'objet, mais pour une action custom, justement, si elle est custom, c'est qu'elle n'est pas standard, et comment découvrir ce qu'on peut faire avec des actions custom. Donc, c'est via les attributs des liens Voilà. link. Ou via cette notion de templated qui permet de dire... Après, templated, le problème, c'est qu'il faut toujours une documentation quand même à côté pour dire cet attribut, je sais pas, cet attribut number que je peux remplacer, ça doit être un int. Et c'est ça que j'aime pas trop. Mais à part des exemples, normalement, un comportement serait plutôt géré... Si un comportement à ce niveau-là, on peut se dire que c'est une réflexion qui n'est pas allée jusqu'au bout en termes d'entité aussi. Ça peut être ça. C'est-à-dire, nous, on s'est rendu compte que parfois, ce qu'on considérait comme un comportement n'était finalement qu'une relation qui était masquée. Des choses de ce genre. Mais après, ça dépend du cas. Merci. Oui, et tout à l'heure, j'avais une remarque à propos des listes et des problèmes de temps de réponse lorsqu'on a les caches à froid. Il me semble que c'est un peu le cas d'utilisation de la réponse 100, en fait, qui indique oui, j'ai pris en compte votre truc, je vais continuer à bosser. Vous pouvez revenir dans un moment voir ce qui se passe éventuellement. D'accord. Alors, une petite question. Et parfois, si on se trouve avec le besoin de faire des actions sur des ressources, est-ce que ça dénote un problème dans la modélisation des données ou est-ce que, parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, et toute cette approche, c'est pour gérer des objets, comme vous dites, des ressources, mais disons, s'il faut faire une réservation sur une ressource ou je sais pas, un commit sur une ressource, une action, quelque chose qui est très clairement une action. Et est-ce qu'il y a une espèce de best practice pour le faire côté REST ou c'est plutôt une erreur de modélisation des données qu'il faut corriger? Ça peut être une erreur d'architecture, c'est-à-dire que REST va dans beaucoup de cas, mais il peut arriver que vu que c'est stateless, si on a vraiment des transactions, des choses vraiment très métiers qui ont besoin d'états fixes, REST n'est pas forcément adapté. Même si on peut finalement se dire, je vais m'appuyer en partie sur une architecture REST et sur une autre API qui va la couvrir et qui, elle, va me permettre de faire des actions et des choses un peu plus poussées. Je ne sais pas si ça répond. Oui, donc en général, faut éviter. Ce qu'elle comprend, d'accord. S'il y a trop d'actions, c'est que finalement, on n'est pas vraiment on n'est plus dans une notion de ressource, on est vraiment dans une action de transaction. Et là, c'est pas du tout adapté. D'accord, merci. Bonsoir. Tout à l'heure, vous disiez que quand on utilisait les corses, certains éléments n'étaient pas pris en compte par défaut et qu'il fallait spécifier qu'on le voulait. Et du coup, ma question, c'était comment on fait pour spécifier qu'on les veut? Alors, je crois que c'est Accepted Additional Header
Enfin, il y a des headers correspondants qui permettent de rajouter ça au niveau de cores. Ils doivent être passés à chaque requête. Et à la fois, en fait, il y a, je crois, 2 headers différents qui permettent de dire les méthodes que j'accepte en entrée, enfin, les headers supplémentaires que j'accepte en entrée et les headers supplémentaires qui doivent être acceptés en sortie. Et là-dedans, c'est des chaînes de caractères disant explicitement le nom du header. Je me souviens plus exactement la syntaxe, mais ça doit pouvoir se trouver. Ok, merci. Quelle est l'API que tu as aimé le plus dans toutes tes recherches? Je dirais que c'est pas celle de Mailchimp, c'est sûr. L'API parfaite que tu as pu rencontrer? Ben, j'en ai pas rencontré et c'est pour ça que dans mes derniers exemples, je suis obligée d'utiliser example.org. C'est-à-dire que l'API parfaite, pour l'instant, je l'ai pas vue. En tout cas, si elle existe, elle n'est pas suffisamment mise en avant comme exemple parfait sur Internet, que j'espère la créer un jour, clairement, et aider ça à s'étendre sur tout Internet. Je pense que l'API de Walmart doit être pas mal avancée, étant donné que j'ai vu pas mal d'idées et de bonnes idées dans leur framework Happy. Je suis pas allée dessus, je suis curieuse, faudra que j'y passe. Après, le temps, c'est toujours le problème. Bon courage. Bonjour. Est-ce qu'on peut gérer des objets binaires comme des images avec une API REST? Je dirais que c'est pas fait pour, mais rien ne l'empêche. C'est-à-dire, il y a des headers, des accept headers qui permettent de gérer des objets binaires. Il y a je crois, URL encoded form, notamment, qui permet aussi de faire ça. Moi, je sais que je l'ai pas fait. J'ai jamais eu l'occasion vraiment de me poser là-dessus. Et si je venais à le faire, de toute façon, je le séparais de mes ressources communes du fait de la taille. C'est-à-dire REST, c'est supposé être très rapide, de fournir beaucoup de données en peu de temps. Et je pense que ça m'embêterait d'avoir à fournir des gros objets. Ça me demanderait de mettre en place d'autres méthodes, comme par exemple comment ça s'appelle déjà? Extend. C'est-à-dire sur une entité, pouvoir dire uniquement la liste des champs que je veux avoir. Mais pareil, dans ce cas, ça bousille ma stratégie de cache. Donc il faudra que j'essaye, mais j'avoue ne pas m'y être penché encore. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais une question sur l'aspect sécurité. La plupart du temps, on a des API restreintes au niveau de certaines méthodes. De par l'aspect stateless de REST, on est obligé de se trimballer un token ou une autre méthode d'authentification. Quelle est la bonne pratique pour le mettre dans chaque requête? Est-ce qu'il faut passer par un header? Est-ce que c'est des paramètres? Est-ce que c'est dans l'URL? Parce qu'on voit un peu de tout de ce point de vue-là. Je sais qu'il y a le header basique qui existe. Après, je le déconseille. Pour l'instant, en sécurité, on gère ça avec de l'OAuth 2. Donc, se balader le token de requête en requête, le token et le format sont quasi des données que je suis obligé de balader de requête en requête. Surtout aussi du fait de... Pour l'instant, mes applications clientes n'utilisent pas vraiment encore les headers. Quand elles y réfléchiront, je pourrais faire évoluer la sécurité. Mais pour l'instant, je n'ai pas non plus l'occasion de me pencher plus là-dessus. Et pour moi, le token doit se balader. Et c'est là aussi un axe de réflexion. C'est dans ce cas, quels sont les paramètres d'URL que je dois pouvoir impacter sur tous mes links pour pouvoir avoir un comportement à peu près cohérent. Et c'est pour ça que je préférais passer en pur HTTP de tous les côtés. Et dans ce cas-là, je me poserai la question. Moi j'ai une question un petit peu plus terre à terre sur les exemples que tu as donnés sur Post. Donc, je sais plus quel level c'était, si tu arrives à les retrouver. Tu avais un post sur un vote, je crois, quelque chose comme ça. Connexion paginée, je crois que c'est déjà si tu veux voir. Merci, mais ça bug. J'allais le dire. C'est quel niveau 1? Donc ça doit être niveau 2. En fait, voilà, le deuxième exemple, le vote sur le client 1, vote 18. Je suppose que le client, par exemple, peut voter qu'une seule fois dans cette application sur un vote. Enfin, je comprends pas pourquoi en fait c'est post qui est utilisé ici et pas put. Est-ce que j'ai raté quelque chose ou
Bah, si le comportement, c'est de dire j'envoie une fois sur cette URL un post, je mets un vote, j'enlève je lance une deuxième fois un post sur cette URL, j'enlève le vote, bah, je peux pas considérer que c'est un put étant donné que le comportement de mettre le vote et d'enlever le vote est différent. Finalement, mon put ne me permettrait pas d'enlever le vote, il faudrait que je fasse un delete. Je pourrais émuler ce comportement avec un put et un delete, mais dans ce cas, ce ne serait pas forcément le comportement que j'attendrais, et c'est pour ça que post peut être intéressant, pareil dans la notion de comportement business. Si je veux uniquement une URL qui permet de faire du show hide, par exemple, ben, je peux pas le faire avec. Enfin, je pourrais le faire avec du put et du delete, mais forcément, j'aurais besoin d'utiliser deux verbes, alors que du post, ça me permet de le faire en un seul. Après, ça, c'est un comportement plutôt simple, un exemple plutôt simple, mais je suis sûre qu'il y a des exemples business un peu plus recherchés où tu envoies une fois, ça fait un truc, tu envoies deux fois, ça fait un deuxième truc. Notamment avec des workflows, tu peux très bien dire, ben, finalement, j'ai une variable d'état que je vais faire bouger avec du post au fur et à mesure. D'accord. Voilà. Une question toute bête, je pense que c'est une question de chapelle. À un moment, tu parles d'URL et tu dis vaut mieux utiliser des tirets plutôt que des majuscules. De manière assez catégorique. Pourquoi? Parce que la casse, c'est toujours un problème embêtant. Je dirais, c'est comme éviter de mettre des accents dans les URL, c'est toujours un problème embêtant. Éviter de mettre des espaces, comme notamment dans OAuth 2, la vraie norme, où ils disent mettez des espaces à la place des virgules pour vos scopes, c'est toujours embêtant. Moi, je me dis, c'est plus facile à quelqu'un de voir la séparation entre mots à partir d'un tiret qu'à partir d'une majuscule. Surtout si c'est pas forcément dans notre langage, les URL, même si je recommande aussi de les faire en anglais. C'est plus voilà, par commodité. Après, c'est tous ces exemples que je donne ici, notamment est-ce que j'utilise un S ou pas, surtout, ben ça c'est. L'important, c'est la consistance, je dirais. Quelqu'un qui veut utiliser des majuscules, d'accord. Moi, je trouve que c'est moins lisible. C'est comme mettre des underscores, c'est encore moins lisible aussi. Après, tant que dans toute l'application, c'est la même chose, c'est pas gênant. Les personnes en face vont s'y retrouver. L'important, c'est de ne pas le faire une fois comme ça, une fois comme ci. Voilà. Merci. Je vais me permettre un petit commentaire aussi. Je rappelle aussi qu'en HTTP, les URL, elles sont censées être case insensitive. Donc, du coup, utiliser des majuscules, c'est pas forcément une bonne idée, juste pour ça. Alors, c'est peut-être une question tout à fait abrutie, mais en fait, sur l'aspect visuel, on passe beaucoup d'informations via les headers HTTP. Mais imaginons qu'on a un utilisateur lambda qui veut voir l'API via un navigateur, sans avoir à ouvrir la console et voir les différentes informations sur le header. Est-ce qu'il y a des applicatifs qui permettent de mettre en forme assez rapidement ces données-là ou déjà, est-ce que tu connais des... Bah nous, on a monté notre applicatif custom pour avoir systématiquement les headers qui s'affichent. Ouais, j'en ai pas cherché, donc j'en ai pas trouvé. D'accord. Et alors, donc, du coup, ça tombe sur une autre truc. Au niveau des navigateurs, lorsqu'on fait des appels, donc du coup, on est forcé d'appeler avec leur header à eux, donc avec leur accept, avec leur accept. Donc j'imagine que c'est des API avec lesquelles on va devoir appeler via un serveur. Et du coup, comment on est bloqué là-dessus, est-ce que du coup, pour l'instant, ça a une réelle utilité? Parce que voilà, maintenant, on est un peu dans une évolution où on a tendance à avoir un côté front navigateur où on va faire des appels API. Et ça serait intéressant de pouvoir utiliser ce genre de choses, mais est-ce qu'il y a une entourloupe, quelque chose où une façon d'utiliser la chose pour forcer nos accepts à nous depuis un navigateur? Pareil, j'ai pas cherché. D'où le fait qu'on a fait la solution custom, histoire d'avoir du JSON et pas du XML, parce que sinon XML il passe toujours en premier, et XML pour moi c'est illisible, même si ça a des avantages. Je dirais que comme pour SOAP, on a l'application SOAP UI, peut-être qu'à terme il y aura l'application REST UI qui permettra de... Parce que pareil, si je veux débugger à partir de mon navigateur, je fais comment pour envoyer un put? Eh ben, je peux pas tester facilement. Résultat, je suis obligé d'avoir un applicatif entre les deux.
À terme, peut-être que les développeurs tools vont pouvoir se doter de choses comme ça si ça se démocratise. Je pense que pour l'instant, il faudrait que je recherche un peu plus sur si ça existe. Je pense pas que ça le soit. Merci beaucoup. Je vois que vous avez tous beaucoup de questions, vous en avez peut-être encore, mais on va devoir passer à la suite pour qu'on ait un petit peu de temps pour réseauter après. Donc, on remercie beaucoup Virginie.